Dans la course au sport business, la France prend du retard. Les équipements ne sont plus à la hauteur des enjeux sportifs et financiers, mais les pouvoirs publics n'ont plus les moyens de soutenir les ambitions du sport professionnel. Force est de constater que l'émergence d'un sport-spectacle, souvent très éloigné de l'éthique du sport, si l'on pense à l'évolution de la masse salariale de certains clubs, pose aussi la question de la légitimité de l'intervention des collectivités locales et de l'équité des compétitions. Fin 2013, le Sénat a créé une mission chargée de réfléchir et de redéfinir la part de l'argent public dans le financement des grands équipements. Pendant 6 mois, les sénateurs Stéphane Mazard et Michel Savin ont mené une douzaine d'auditions et effectué plusieurs déplacements en France et en Europe à la recherche d'un nouveau modèle sportif. La mission mène les sénateurs de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, l'un des pays où le sport business est le plus développé. Première étape dans le temple du rugby, Twickenham, dans la banlieue de Londres. Un stade mythique qui abrite les matchs de l'équipe d'Angleterre. Les derniers travaux terminés en 2005 ont porté sa capacité à 82 000 places. Une manne fantastique pour le rugby anglais totalement indépendant financièrement, comme vont le découvrir les sénateurs. La fédération est propriétaire du stade. Elle le gère en direct ou alors il y a une société privée ou quel est le statut de la fédération pour faire du business? La fédération possède le stade. Nous sommes tous employés par la fédération et nous gérons le stade pour tous les événements. Pour atteindre l'équilibre financier, nous n'avons besoin que d'un match international par an. Twickenham, c'est une histoire, une atmosphère. C'est toujours un lieu que les fans aiment visiter et ils reviennent toujours. Donc on est toujours à guichet fermé. Si sur le terrain les rencontres France-Angleterre sont équilibrées, en termes d'équipement, la victoire britannique est sans appel. La grande différence, c'est que Twickenham est un site qui a un vécu. La fédération anglaise de rugby est propriétaire de ce site depuis de nombreuses années, a investi durant toutes ces années sur cet équipement et aujourd'hui les dirigeants viennent nous annoncer qu'il n'y avait plus aucune dette sur l'équipement et tous les bénéfices étaient des bénéfices nets pour la fédération. Donc on voit bien que c'est un modèle qui est exemplaire mais qui aussi s'inscrit dans la durée. Les sénateurs poursuivent leur visite dans ce stade centenaire où la tradition se perpétue. C'est le salon VIP de la famille royale quand elle vient s'installer ici. C'est super. Hein. Donc c'était déjà des rayés, hein, des maillots rayés, hein, rouge et blanc. Quelle est ce qu'ils mangent? Pourtant ils sont costauds. Hein. Petite inspection des vestiaires où les sénateurs ne peuvent s'empêcher de tâter du ballon. En France, pas de stade dédié au rugby. Les sénateurs se rendent donc à Marcoussis dans l'Essonne, le camp de base du rugby tricolore. Monsieur le Président, bienvenue. Ravi de venir vous voir, ici à Marcoussis. Vous quittez Rodez, pour vous dire. Voilà. Président. Très heureux. Ouais. Ici, l'équipe de France s'entraîne et se prépare au grand rendez-vous. À l'image des Anglais, la fédération aimerait gagner son indépendance et construire son propre stade. Le projet est bien avancé, à cheval entre Évry et Ris-Orangis dans le sud de Paris. Ah, c'est un stade avec un toit. C'est bien ça. Un toit rétractable. Ah oui, c'est bien. Il devrait sortir de terre fin 2017. Le chantier n'a pas encore démarré, mais devrait dépasser les 500 millions d'euros, à condition de boucler le financement porté par la fédération et des investisseurs privés. L'opération séduction commence auprès des élus. Le sélectionneur Philippe Saint-André est même mis à contribution. L'objectif du jour, vendre l'intérêt d'un stade éloigné de 30 km de la capitale. Pourquoi être propriétaire de notre stade? On a deux choses pour nous qui sont essentielles. C'est d'abord pouvoir jouer nos matchs. Vous allez le voir, l'essentiel de nos recettes, qui permettent d'irriguer l'ensemble du rugby amateur, proviennent des matchs du 15 de France, du tournoi des 6 nations, qui est un match qui sont des matchs en ligue fermée, qui se répètent chaque année contre des adversaires de qualité. Mais à contrario, il faut qu'on puisse jouer nos matchs. On ne peut pas se permettre tout d'un coup de dire « Ah ben non, on ne peut pas jouer le match » parce qu'on n'a pas pris les garanties pour que la pelouse ne gêne pas. On ne peut pas jouer le match parce qu'il y a un match de football.
ou parce qu'il va y avoir un match de Champions League 2 jours avant et qu'on doit changer de stade. Car le rugby cohabite avec le football au Stade de France où se tiennent seulement 25 événements par an. Le départ du rugby fragiliserait donc encore un peu plus ce stade sans club résident. L'équilibre économique de ce grand stade de France, il repose par des matchs et des grands événements, comme ceux qui peuvent être organisés et portés par la Fédération française de rugby. Et il serait donc préférable que la Fédération française de rugby s'approprie davantage le Stade de France. On me demande de rester, comme si c'est moi qui étais d'importance, et puis au football. Pourquoi on ne propose pas à la Fédération française de football d'acheter ce stade? Elle en a les moyens. Il me semble que j'entends des sommes importantes, de droite et de gauche. Elle en a les moyens. Elle peut se l'utiliser elle-même. Pourquoi on ne lui pose pas ce genre de questions? Pourquoi dois-je être la variable d'ajustement de quelqu'un d'autre? Les communes veulent s'impliquer dans le financement des transports autour du nouveau stade, dans l'espoir de futures retombées économiques. Est-ce que vous prévoyez d'organiser une vie dans cet espace-là, en dehors de ce cadre? La gageure pour le territoire, c'est évidemment de créer le flux en permanence. Le stade, il fonctionnera à pleine jauge 15 fois par an. Nous, notre intérêt, c'est que, évidemment, ce stade fonctionne bien et qu'en même temps, il y ait une attractivité permanente vers notre territoire. Sans la volonté publique, il n'y aurait pas la possibilité de construire le projet de la Fédération française de rugby. Mais sans la volonté de la Fédération française de rugby d'être maîtresse de son destin et de participer au développement national et international du sport, et en particulier du rugby, nous n'aurions pas la possibilité d'avoir un partenaire, qui est un partenaire privé, mais qui a une mission de service public pour faire le développement. Et c'est la Fédération française du rugby qui, la première, a mis en concurrence, de manière positive, des territoires pour son projet. Découverte des installations pour la délégation qui croise des joueurs de l'équipe de France en route pour l'entraînement. Félicitations. Bonjour. Bonne visite. Merci. Ça va ? On voit dans le montage de ce projet que les collectivités ne prennent très peu de risques. C'est à hauteur de 50% des 118 millions sur les infrastructures extérieures au stade, sur l'équipement même. C'est un financement 100% privé de la Fédération française de rugby. Donc on voit bien que sur ce modèle-là, qui est en projet encore au niveau de la construction, du montage financier, les collectivités ne prennent pas énormément de risques. Des risques, l'Olympique lyonnais en prend. Ici, le club a investi pour construire son stade. Particularité, c'est le premier chantier de ce type en France à reposer sur un financement 100% privé. Lyon mise beaucoup sur cet équipement pour changer de dimension. Et après de nombreux recours administratifs, l'équipe devrait fouler sa nouvelle pelouse fin 2015. Un projet mené à son terme grâce à la pugnacité de Jean-Michel Aulas. Auditionné au Sénat, le président de l'OL défend sa vision d'un développement privé en lien avec les pouvoirs publics. Une fois que le stade est construit, qu'il est édifié, qu'il est mis en fonctionnement, qu'est-ce qu'on attend de la collectivité locale ? Ce que nous attendons de la collectivité dans le futur, c'est un partenariat permanent de réflexion. Aujourd'hui, autour du stade, et pour répondre aux questions d'infrastructures qui sont de transport en commun, la collectivité envisage de mettre un écoquartier à côté du stade, pas du tout sur les terrains du stade, mais à côté. Envisage de l'autre côté de faire un centre commercial, ce qui permet effectivement d'avoir une synergie et d'apporter la réponse à la question que vous avez posée, c'est-à-dire comment faire en sorte d'ouvrir au plus grand nombre l'espace de lieu de vie qui vient d'être créé. Du financement à la construction et à l'exploitation du stade, le club est le seul maître à bord. Une vraie rupture avec le modèle français. La France a choisi, pour ces raisons historiques, de passer par des modèles dits publics-privés, PPP, mais qui ont deux inconvénients majeurs. D'une part, un inconvénient de prix de revient pour le contribuable, parce qu'on diffère le financement dans un certain délai de financement. Et deuxièmement, pour l'utilisateur, pour le club résident, de ne pas avoir la main sur l'organisation au jour le jour de son fonctionnement. Et deuxièmement, sur le fait de ne pas capter l'intégralité des recettes qui sont liées par l'infrastructure. Donc à ce modèle PPP, on préfère un modèle privé qui, lui, se développe très bien en Europe. Des partenariats publics-privés qui ont défrayé la chronique. L'exemple du Mans est saisissant.
Après une montée en Ligue 1, les pouvoirs publics ont lancé la construction d'un nouveau stade, inauguré en grande pompe en 2011. Le Mans Stadium, filiale de Vinci, devait se marier avec le Mans FC pour exploiter le MM Arena jusqu'en 2043. Et le retour en Ligue 1 était sur la bonne voie. Un an plus tard, le feu d'artifice est retombé. La chute du club l'a relégué en division d'honneur. Aujourd'hui, la mairie paye cher ses rêves de grandeur en versant 2 millions d'euros par an à l'exploitant d'un stade sans club. À Paris, le risque de relégation est quasi nul. L'avenir y est même radieux. Le Qatar, nouveau propriétaire du PSG, a déjà investi 380 millions d'euros dans les joueurs. Mais pour le stade, c'est plus compliqué. Le public est au rendez-vous mais à l'étroit dans le Parc des Princes et ses 45 000 places. Les Qataris ont un temps envisagé de quitter les lieux, mais difficile de se séparer de ce patrimoine cher aux supporters. Jour de match pour les sénateurs, ils ont rendez-vous avec la direction d'un club limité dans sa volonté d'expansion. La mairie de Paris, toujours propriétaire du Parc des Princes, le loue au PSG et ne souhaite pas lui laisser les pleins pouvoirs pour l'instant. Elle profite même de la bonne santé de l'équipe pour multiplier le loyer par 6. Le Conseil de Paris a voté une enveloppe de 20 millions d'euros qui sont investis depuis 12 mois maintenant pour remettre à niveau le Parc des Princes, de l'étanchéité aux ascenseurs sur un certain nombre de fonctions assez vitales pour l'équipement. Cet investissement vient compléter l'investissement que réalise le Paris Saint-Germain en tant que club, en tant qu'utilisateur pour les 30 prochaines années du Parc des Princes, un investissement de 75 millions d'euros qui permettra à la ville de Paris et au Parc des Princes d'être prêt pour l'Euro 2016. Les clubs, que ce soit le Racing pour le rugby ou le Paris Saint-Germain pour le football, ils veulent maîtriser à minima la gestion de l'infrastructure dans laquelle donc, ils développent leur activité. Et ça, je crois que c'est un élément très important qui ressort de cette mission. C'est soit on est propriétaire, soit on est gestionnaire, mais en tout cas, on a la maîtrise de l'infrastructure qui permet, au-delà de l'activité sportive, de développer une activité économique. Les clubs anglais comme Arsenal l'ont parfaitement compris. Il y a moins de 10 ans, ce stade n'existait pas. Le club londonien a misé sur l'équipement plutôt que sur le recrutement. Une stratégie payante. Aujourd'hui, l'Emirates Stadium est l'un des plus rentables d'Angleterre. Les sénateurs vont plonger dans les entrailles de cette machine à cash. Bon, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? On peut faire le tour classique ou je peux vous montrer les coulisses. Passage obligé par le Saint des Saints, le vestiaire des Gunners. Ambiance paparazzi, les sénateurs mitraillent. Ils peuvent accueillir des grosses tournées. Oui. L'année dernière, nous avons reçu Coldplay, Green Day, Muse, Bruce Springsteen. On peut accueillir 60 000 personnes, dont 8 ou 9 000 sur la pelouse. Les concerts, un moyen de rentabiliser le lieu. Mais le club tire aussi des profits de ses loges et places VIP. Il faut débourser jusqu'à 35 000 euros par an et par personne pour accéder à ce luxe. Non mais regarde, t'as une vision ici, c'est super. Une polyvalence qui fait la force d'Arsenal et qui n'existe pas en France. On est sur des enceintes qui sont au-delà, encore une fois, que d'une simple aire de jeu. On a des salons, on a des restaurants, on a des lieux de réunion qui peuvent être donc occupés, loués par des partenaires du club ou alors par des clients lambda. Le tour du stade touche à sa fin. Un dernier arrêt sur la pelouse pour faire le point sur les atouts du championnat le plus coté au monde. Ce qui est important, c'est le terrain. C'est d'avoir les meilleurs joueurs, c'est d'avoir une ambiance importante et sympathique. Tout part du terrain et tout revient vers le terrain. Si vous réussissez à avoir un spectacle intéressant sur le terrain, avec des bons joueurs, avec des stades de qualité, avec du public de qualité, des stades pleins, vous allez attirer des diffuseurs et vous allez recevoir des revenus de droits médias que vous pourrez réinvestir dans les infrastructures, la formation des jeunes et attirer des talents. Le succès est au rendez-vous en Angleterre, mais ici, la ferveur est unique en Europe.
Londres compte pas moins de 10 clubs pro dans son agglomération, un environnement difficilement exportable. Au Sénat, le chef du service des sports de France Télévisions vient confirmer ce constat. Les Anglais sont des sportifs. Est-ce que les Français sont des sportifs au sens anglais du terme? Ça m'épaterait. C'est-à-dire que nous sommes, on vient de le voir là aux Jeux Olympiques, des sportifs marseillaises. C'est-à-dire que s'il y a une Marseillaise au bout, nous sommes sportifs. Si elle n'y est pas, on n'est pas forcément dans les mêmes dispositions. Les Anglais vivent pour et par le sport. Un Anglais moyen, dont le niveau de vie est inférieur à un Français moyen, ne va pas au restaurant, ne va pas forcément au cinéma. Du lundi au samedi, il attend le match. L'enquête se poursuit sur une autre terre de football, en Allemagne. Le pays a profité de la Coupe du Monde 2006 pour rénover ses stades et donner un coup de fouet à son championnat. Aujourd'hui, il est le numéro 1 en termes d'affluence. Première étape à l'Allianz Arena, le stade du Bayern de Munich. Magnifique. C'est pas grand chose pour qu'on C'est pas très bon, on est remplaçant là. On est remplaçant, mais bon. remplaçant au Bayern, je signe quand même. Remplaçant au Bayern, c'est un beau salaire quand même. Depuis 2005, le Bayern joue tous ses matchs à guichet fermé. Les 70 000 places génèrent près de 130 millions d'euros de billetterie chaque année. Plus confortable que beaucoup de nos stades. Ah bon? Oui. Véritable fauteuil. Et quand le Bayern ne joue pas, ses sièges sont occupés par les supporters du Munich 1860, l'autre club de la ville. Classé en 2e division, l'équipe joue aussi ses matchs à l'Allianz Arena. Au départ, plusieurs parties étaient impliquées à nos côtés dans l'installation des nouvelles infrastructures, l'État, le Land et la ville. Tout ce qui concerne les alentours du stade devait être nouvellement construit ou aménagé. La République fédérale était en charge d'investir dans l'autoroute pour relier le stade au réseau, et pour les autres voies d'accès et le métro, c'était la responsabilité de la ville de raccorder le stade et d'assurer une certaine fréquence de passage. Donc une bonne participation des collectivités, mais pour tout ce qui Mais est... il y avait aussi le land. On a un modèle économique qui semble assez vertueux, puisqu'aujourd'hui, on a des recettes qui dépassent les charges de fonctionnement et qui permettent de dégager un petit bénéfice qui sont reversés automatiquement au club, puisque dans la convention entre le Bayern de Munich, le club, et la société d'exploitation, tous les bénéfices remontent au Bayern de Munich. Donc on peut supposer que lorsque ce stade sera amorti, on nous a dit qu'il pourrait être amorti dès 2020. Donc l'intégralité des bénéfices réalisés par la société d'exploitation vont remonter au Bayern de Munich, ce qui permettra au Bayern de Munich d'avoir une puissance financière encore plus importante que celle d'aujourd'hui. Toute cette stratégie est pensée ici, au siège du club qui abrite le centre d'entraînement et de formation. Dès le hall d'entrée, l'équipe étale son palmarès. Les têtes pensantes du Bayern ont mis sur pied un système qui lui a permis de générer plus de 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, le plus important du football européen la saison dernière. L'objectif de cette mission, c'est de voir un petit peu comment fonctionne le système allemand par rapport au système français. Nous, on pense que c'est très important qu'un club peut créer un stade pour lui-même, pour avoir des opportunités pour le marketing et faire tout ce qui est nécessaire pour le marketing. Mais le fait d'avoir investi dans l'infrastructure, comme vous l'avez fait, comme souhaite le faire Lyon, comme l'a fait aussi Arsenal. Pendant un certain temps, on se prive de moyens financiers à mettre sur les joueurs, mais une fois qu'on a réussi à investir, on le voit avec Arsenal qui maintenant recommence à investir dans les hommes, donc dans les joueurs, c'est assez vertueux, quoi. On a beaucoup travaillé avec une seule stratégie, avec la stratégie d'investir dans le stade. Oui, beaucoup investir dans le stade, dans l'infrastructure, aussi investir dans les joueurs. On a acheté Franck Ribéry, on avait acheté Luca Toni, Javi Martinez. On a beaucoup payé, mais on a aussi travaillé dans le secteur politique avec l'association des clubs européennes pour négocier avec l'UEFA, pour augmenter les revenus de la Champions League, pour changer aussi la Champions League. Dans tous les secteurs, on a travaillé beaucoup.
La leçon de management des équipements par le Bayern souligne une fois de plus le retard français. Le modèle de gestion où la propriété 100% privée, c'est vrai que c'est quelque chose qui encore est en gestation chez nous. On va peut-être connaître après l'Euro 2016 ce que vous avez connu, vous, après la Coupe du Monde 2006. Petit souvenir du Sénat, donc la médaille du Sénat. Merci beaucoup. Ça fera un petit souvenir dans vos trophées. Merci. Merci pour votre accueil. C'était un plaisir. Pour mettre à côté de la Ligue des Champions. Voilà. Et vous pensez qu'il allait même enlever la Ligue des Champions? Poursuite du Bayern Tour, car l'institution bavaroise, ce n'est pas que du football. Le club Omnisport a aussi une équipe de basket dans l'élite. Aujourd'hui rebaptisée au nom d'un actionnaire du club, la salle où elle joue ses matchs avait accueilli les JO de 72. La collectivité a su la reconvertir en la louant au Bayern, qui couvre tous les frais d'entretien et d'exploitation. Super. Ah, belle. Ah là tu... Là, tu vibres. Ah ouais, tu rentres dans une salle comme ça, c'est fantastique. On voit que c'était une salle qui est faite pour du sport collectif comme le basket, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie une âme dans cet équipement, avec un parquet avec autour ces 7000 places. C'est fantastique, ça doit être fantastique à jouer des matchs dans un tel équipement, c'est sûr. C'est un modèle sur lequel il faut qu'on puisse aussi évoluer. On voit bien qu'en France, des sports de salle, notamment le basket, comme le hand, comme le volley, sont complètement dépendants des collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions. Ici, le financement est porté uniquement par des sociétés privées. Un niveau d'équipement dont la France est encore loin, car les sports de salle, comme le basket ou le volley, souffrent d'un manque cruel d'enceintes. Le président de la fédération de handball, en charge d'une équipe quadruple championne du monde et double médaillée d'or au JO, tire la sonnette d'alarme. Si on veut être concurrentiel à l'échelon international, il nous faut ces équipements, sauf à y renoncer. Pourquoi pas? Mais si on n'y renonce pas, il faut nous aider. Alors moi je comprends parfaitement que ça coûte, que tout le monde ne peut pas avoir ce grand équipement, que vraisemblablement la multifonctionnalité de ces équipements est indispensable. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi dans tous les pays, chez tous nos voisins, ces équipements existent, et que chez nous, on est infoutu d'en avoir un. La faiblesse des droits télé dans ces disciplines entraîne souvent une dépendance au financement public, notamment dans le basket. Prenons le cas de Nanterre. C'est un drame absolu. Ça a marché pourquoi? Parce qu'il y a une collectivité derrière qui paye tout. La ville a décidé d'agrandir le stade, qui est, à mon avis, la bonne décision prise. Moi, je fais le pari aujourd'hui que si Nanterre demain n'a pas cette salle, dans 2 ans, ils sont morts. Parce que c'est comme ça, parce que c'est pas possible autrement. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement de subventions sans les recettes guichets et sans les recettes partenariat. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas le modèle d'un sport professionnel adulte. Le club de la banlieue parisienne a connu une ascension exceptionnelle. En 15 ans, Nanterre a grimpé de 10 divisions pour finalement se hisser en Pro A. Cette réussite repose sur une histoire familiale. Pendant que le père préside le club, le fils l'entraîne et l'a mené au plus haut niveau avec un titre de champion en 2013 et une Coupe de France en 2014. Ce succès est soutenu par la municipalité. La mairie met à disposition la salle et du personnel. Avec une subvention d'1 million d'euros, elle fournit près de la moitié du budget du club. Les sénateurs viennent observer ce fonctionnement assumé et revendiqué par la ville. Je pense que c'est une coproduction, de l'ensemble du territoire, et évidemment la collectivité locale est partie prenante auprès du club Omnisport et auprès de la section basket de la JSFL. Mais pour rester compétitive, l'équipe a besoin d'une nouvelle salle. Actuellement, le Palais des Sports ne peut accueillir que 1500 personnes. Ils vont agrandir, ils vont donc, pendant les travaux, le Palais des Sports sera quand même praticable. Hein, et puis à un instant T, ils vont, pendant les vacances, ils vont détruire donc cette paroi pour effectivement que ça soit opérationnel, quoi. Septembre 2015 normalement. Après des travaux estimés à 5 millions d'euros, la capacité d'accueil devrait doubler.
Il n'avait pas osé à Munich, impressionné par la salle, mais à Nanterre, le président de la commission laisse finalement son passé de basketteur refaire surface, et le geste est toujours là. On a un des meilleurs publics, hein. Il est près des joueurs. Les joueurs sont transcendés même quand ils sont fatigués. Ils courent comme des lapins. Fin de l'immersion près des pelouses et des parquets. Au terme des auditions et des déplacements, les sénateurs font 3 propositions principales pour soutenir les clubs et alléger la facture des collectivités. En premier lieu, donner plus de responsabilités au secteur privé dans la gestion du sport professionnel. Le nerf de la guerre, cela nous a été enseigné notamment par nos voisins anglais et allemands, réside dans les modalités de gestion de l'infrastructure. Ces exemples étrangers à Munich, à Gelsenkirchen, à Arsenal, à Twickenham, à Wimbledon, où les équipements sont privatisés, nous ont tous éclairés sur les tendances et les bonnes pratiques. Seconde proposition forte des sénateurs, couper dès 2016 les subventions publiques versées au football et au rugby. On voit bien que aujourd'hui, ces activités sportives bénéficient de retombées financières importantes avec les droits TV. Il nous paraît juste que les collectivités se retirent du fonctionnement et par contre qu'on puisse accompagner les clubs dans les infrastructures, notamment les stades et les arénas et les salles, pour être des outils qui permettent aux clubs d'augmenter leurs recettes annuelles. Enfin, le rapport propose de limiter à 50% maximum le financement public d'un équipement destiné au sport d'élite. Les collectivités ne vont pas se désengager, elles vont s'engager différemment. Et l'idée, c'est de passer d'une aide au fonctionnement, aujourd'hui c'est le cas, hein, plus ou moins direct, mais c'est quand même le cas, à une aide à l'investissement. Parce qu'en même temps, on a des clubs qui demandent d'être soit propriétaires de leur stade, le cas de Lyon, soit gestionnaires donc, de l'infrastructure sportive, et ils veulent avoir des garanties pour faire des travaux, pour améliorer la capacité d'accueil, pour permettre effectivement aux gens de venir en famille, de consommer. Donc je crois qu'il n'y a pas de contradiction, et je ne suis pas certain que ça mette véritablement un pavé dans la mare. Les sénateurs souhaitent que le futur projet de loi sur le sport reprenne leurs travaux, et dans l'optique d'une éventuelle candidature de Paris au JO 2024, ils espèrent que les chantiers s'inspireront de leur rapport.